là pour cet événement online de Expressions of Humanity. Et tout d'abord, je voudrais introduire, donc je vous dis un peu le programme. La plupart d'entre vous, je pense, avaient déjà vu le film de Victor Ridley, Asile. Il est disponible quand même en ligne jusqu'au 14 mai, donc les personnes qui ne l'ont pas vu pourront encore le voir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le réalisateur avec nous, Victor Ridley, pour lui poser des questions justement sur ce film très, très émouvant. Je le trouvais très touchant, le parcours d'un de ces jeunes non accompagnés qui était suivi par Victor pendant presque 1 an et demi. Donc, on va en parler avec lui. Et par après, on aura aussi des interventions de la part de notre invité du panel que je vais annoncer par après. Il y aura Anna-Maria Tunic, juriste à la Commission consultative des droits de l'homme, Ambre Schulz, chargée des projets à l'SBL Passerelle, très connue à Luxembourg pour son activité et son engagement pour les questions des réfugiés. Et il y a Clément Franzoso, notre vice-président de Time for Equality. Rosa. Vous nous entendez? Oui, oui, mais on n'entend pas Rosa. Ah, Rosa est peut-être... écoutez, alors je me présente tout seul. Je suis Clément, le vice-président de Time for Equality, le président de WISE, qui est une association qui vient en aide aux réfugiés dans les jungles du nord de la France principalement. Et on va voir si Rosa arrive à se reconnecter. Oui, je pense qu'elle doit se reconnecter complètement. On peut continuer peut-être alors, Victor, tu veux peut-être un peu débriefer alors du coup sur ton expérience? Oui, je peux parler du film. Vous pouvez me lancer avec une question parce que c'est très large en fait. Oui, ouais, bien sûr. Comment tu as fait pour être aussi proche et en même temps aussi invisible? Je dirais que ça devait être aussi un des critères les plus importants pour toi, de pouvoir filmer quelque chose sans qu'on ressente ton poids de cinéaste derrière. Moi, j'avais vraiment envie de faire un documentaire où on puisse vraiment mettre le spectateur à la place du jeune en question. Mm-hmm. Donc, en termes vraiment de proximité, d'être à côté de son épaule tout le temps et même plus arriver à comprendre ce qu'il peut vivre aussi mentalement. Donc, c'est très important pour moi de pouvoir, avec lui, créer cette proximité-là. Ce qu'il a assez vite accepté, en fait, la relation avec la caméra et cette distance-là, il l'a très vite comprise, je pense. Et donc oui, après, c'était surtout créer du lien avec lui, de la relation, qu'il essaie de comprendre aussi le projet qu'il était en train d'écrire avec moi et l'histoire qu'on racontait, qui est la sienne. Mais tout ça a pris énormément de temps, surtout que la rencontre avec lui ne s'est pas faite. Je l'ai pas rencontré, puis après j'ai décidé de faire un film avec lui. C'est que la démarche de l'écriture s'est faite pendant 2 ans avec l'aide d'une ASBL qui s'appelle Mentor Escale à Bruxelles, mais qui avait commencé un programme pour mettre des jeunes vulnérables en centre, les faire sortir du centre pour les amener en famille d'accueil. Et c'est de ce postulat-là que moi je suis parti. En fait, je me suis dit, ah ok, d'accord. Il y a un système qui permet de recréer du lien, un cocon familial pour ces jeunes-là. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça fait si ce jeune est toujours en demande d'asile, donc pas certain de pouvoir rester dans le pays. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une proposition de reconstruction alors qu'à côté de ça, on le fait stagner, si pas revenir dans son passif traumatique. Et avec l'entourage aussi, il y a pas mal de scènes où il est entouré donc, de ses amis, je pense que c'est ses compagnons de route aussi. Est-ce que ça a été difficile à faire accepter, cette idée-là? En fait, la toute base, c'est que dès que j'ai beaucoup travaillé avec cette ASBL-là, il faut savoir qu'il y a
En tout cas, à l'époque, il y avait entre 15 et 20, 30 jeunes qui rentraient par an en famille d'accueil. Donc, j'ai énormément discuté avec les assistants sociaux, psychologues de l'association pour savoir éthiquement ce qui était possible aussi, vu que c'est des jeunes vulnérables, jusqu'à quel point on peut faire un film avec eux qui soit conscient de leur propre image et acteurs même du film. Et donc de fil en aiguille, eux, ils ont vu vers quoi j'allais aussi. Et donc quand Sahel, le match entre Sahel et sa famille est fait, ils m'ont dit peut-être que ce jeune-là pourrait correspondre à ton projet. Et donc j'ai été rencontrer d'abord la famille d'accueil qui n'avait jamais rencontré Sahel auparavant pour parler du projet, de la démarche et voir si eux seraient enclins à participer au projet. Et ils l'étaient, donc je me suis dit ok, je les trouvais intéressants et chouettes dans leur démarche aussi d'accueil. Et donc de là, j'ai décidé de rencontrer Sahel et tous les jeunes du centre. En fait, comme le film commençait, en gros le tournage a commencé 2 semaines avant qu'ils rencontrent pour la première fois la famille d'accueil. J'ai dû très vite mettre en place avec le centre un système pour prévenir tous les jeunes, voir s'ils étaient d'accord eux-mêmes d'être filmés, etc. Et donc, en 3-4 réunions d'une demi-heure, il y avait des groupes de 10 jeunes qui venaient avec un traducteur. Et je leur expliquais le projet. Et puis, le traducteur disait, voilà, vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous faites comme vous voulez. Donc, et il y a quand même, je pense, 3/4 des jeunes qui ont accepté d'être filmés dans le centre, à visage découvert. Surtout les amis de Sahel, en fait, ceux qui m'intéressaient aussi. Et après, ces amis-là, en fait, je les ai retrouvés à Bruxelles parce qu'on a, les amis du centre ont eu leur papier, donc ils ont eu leur logement. Et de là, le lien qui s'était fait au centre, j'ai continué plus tard avec Sahel à Bruxelles quand ils venaient les voir. Et après, moi, j'avais aussi tout le parti pris que la première fois que je rencontrais les jeunes, j'allais m'aider d'un interprète pour qu'ils puissent vraiment comprendre vers quoi j'allais. Mais après, je voulais plus me mettre un interprète entre moi et eux. Donc, je jouais vraiment le jeu où on se parlait en français, des gestes, anglais. Mais justement, pour pas avoir cette distance, comme vous disiez, par rapport au film, j'avais pas envie d'avoir cette distance entre moi et le jeune, en fait. Même si je savais que ça allait prendre plus de temps, je préférais qu'il comprenne par lui-même et qu'il n'y ait pas un intermédiaire adulte en plus. Ils viennent pas interférer, mais en tout cas changer la dynamique de relation que j'aurais pu construire avec lui. Plus formel dedans. Mais du coup, vous avez rencontré avant lui sa famille d'accueil. Oui. Ah, ça c'est. J'ai rencontré avant et la tutrice aussi. Après, c'est la première fois que je travaille de cette manière-là. C'était assez particulier. Et puis c'était. Normalement, j'ai l'habitude de construire pendant 6 mois, 1 an une relation, même si je tourne de temps en temps pour voir comment ça, le rapport aussi à la caméra, ça prend le temps. Ici, on commence le film. Si tu es d'accord, on est parti pour 1 an. Après, tu peux toujours dire non, mais l'idée, c'est ça, quoi. Et c'était différent, compliqué aussi, je pense, du rapport entre moi qui suis un jeune Belge de 30 ans et lui qui est un jeune Afghan, qui est parti à 13 ans de son pays, culturellement, qui est très, très éloigné de chez nous. Et en plus, de tous les traumas qu'il a pu vivre là-bas et pendant le trajet. Et puis les traumas que j'ai pu voir en Belgique par après. Quand même. Là, on les a vécus ensemble, donc c'était différent. Ouais, c'est un beau partage en tout cas. Moi, il y a une scène qui m'a extrêmement choqué, enfin pas choqué, non, touché, pardon, qui est quand sa maman, donc adoptive, demande pour joindre ses parents naturels et qu'elle lui dit en lui expliquant que c'est pour savoir ce qu'il n'aime pas. Et j'ai trouvé ça super touchant, vraiment, que ça aille jusqu'à ce détail-là, c'est hyper maternel. Alors, j'avais déjà vu ça dans un autre documentaire qui s'appelle Grand H, qui est un documentaire luxembourgeois de Frédéric Boeck. Et là, il y a aussi une dame qui accueille un Irakien et elle a ce même sentiment super maternel. J'ai trouvé qu'on le retrouvait bien dans cette scène-là et c'est super beau à voir. Merci, Victor. Avec plaisir. Vraiment. Et donc voilà, on a Anna Maria et Ambre aussi qui sont parmi nous. Et alors, parce qu'on va essayer de faire
une sorte de vue globale. Et alors, moi, je suis là plutôt pour le trajet, pour ce qui est des conditions de vie, des conditions d'arrivée, etc. en Europe. Ambre, elle est plutôt, donc du coup, là, sur le Luxembourg, qui fait partie de la passerelle. Enfin, tu veux peut-être nous dire un peu, Ambre, en quoi consiste l'action de passerelle, quoi, la super action de passerelle. Oui, bonjour à tous, merci. Oui, alors Passerelle, c'est une association luxembourgeoise qui est active au niveau de la défense et d'exercice des droits des demandeurs, des bénéficiaires de protection internationale de Luxembourg et des déboutés. Donc, on a une cellule de veille et d'action juridique qui est composée d'une vingtaine de juristes et d'universitaires bénévoles. Donc, la cellule, elle est là pour contribuer à garantir l'accès aux droits des personnes, à essayer de fournir une information exhaustive sur les droits, d'assurer le respect des droits de défense et la qualité de cette défense aussi. Voilà. Et Anna-Maria, tu voudrais aussi nous dire dans quel contexte tu interviens donc, au Luxembourg dans la commission consultative, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille comme juriste pour la Commission consultative des droits de l'homme. C'est un organe consultatif du gouvernement qui a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme au Grand-Duché de Luxembourg, et nous adressons des avis et des rapports, des études, des communiqués. Et surtout, nous faisons des avis sur des projets de loi et projets de règlement grand-ducaux. Et par contre, nous ne pouvons pas traiter des cas individuels, donc nous n'intervenons pas dans des cas individuels. Voilà pourquoi nous sommes aussi vraiment contents d'avoir un bon échange, un échange régulier avec la société civile et notamment avec la passerelle. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Super. Alors, je pense que ça intéresse aussi les gens qui se sont connectés maintenant. On sait qu'il y a des gens qui ont été, des jeunes, pardon, non accompagnés, qui ont été justement retirés de l'enfer de Moria, qui sont arrivés au Luxembourg. Et est-ce que vous voudriez dire quelques mots là-dessus, peut-être Ambre et Anna-Maria? Je ne sais pas, Anna-Maria, oui, il y a 12 mineurs non accompagnés qui ont été relocalisés au Luxembourg courant du mois d'avril et qui sont maintenant pris en charge, par le Luxembourg dans le contexte de l'appel qui a été fait pour le partage européen des mineurs non accompagnés. Oui, exactement. Donc, je crois que le Luxembourg était le premier pays à accueillir les mineurs non accompagnés dans ce contexte. Maintenant, pendant cette crise, nous saluons cet engagement au niveau du ministère. Et au niveau juridique, une fois la majorité atteinte, qu'est-ce qui se passe au Luxembourg? Je ne sais pas si tu veux débuter, Anna-Maria. Je peux peut-être faire un petit aperçu de la situation, de la manière dont ça se passe pour les jeunes. Oui, vas-y. Alors, en fait, dans le système actuel, un mineur qui est non accompagné va automatiquement être dirigé vers la direction de l'immigration, où il doit en pratique enregistrer sa demande. Ensuite, donc, il y a la désignation d'un administrateur ad hoc, qui est souvent dans la pratique l'avocat, et la désignation d'un administrateur public, qui est souvent donc les foyers donc Croix-Rouge et Caritas au Luxembourg. Au niveau des chiffres, donc, on lit dans le bilan de l'asile 2019 qu'il y a 36 mineurs non accompagnés qui ont déposé et introduit une demande de protection au Luxembourg. Peut-être pour approfondir là-dessus, il y a eu une question parlementaire qui a été posée suite à la publication d'un rapport de l'European Migration Network sur les mineurs non accompagnés qui disparaissent. Et donc la question c'était, est-ce que ces mineurs est-ce qu'il y a des données au Luxembourg sur les mineurs non accompagnés qui sont disparus? Et en fait, la réponse était, donc oui, il y a des chiffres sur ces jeunes, mais en fait, les chiffres sont uniquement les mineurs qui se sont enregistrés à la direction de l'immigration. Et donc, en fait, les jeunes s'enregistrent. Ensuite, il y a la désignation de l'administrateur ad hoc et ensuite, ils peuvent introduire la demande. Donc, soit c'est les mineurs qui ont disparu dans ce laps de temps-là, ou alors c'est les mineurs qui ont disparu après l'introduction de la demande d'asile. Et en fait,
ça pose un problème qu'on peut identifier dès le début. Tous les mineurs non accompagnés qui sont présents sur le sol luxembourgeois ne font pas forcément une demande d'asile, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de la procédure, soit parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'asile ou qu'ils n'ont pas vocation à demander forcément l'asile. Et on a eu l'expérience de quelques jeunes qui n'avaient pas forcément vocation à faire l'asile et qui se retrouvaient dans des situations très précaires, en fait, parce que donc, dans des logements d'urgence, mais qui n'ont pas vocation à s'étendre sur la durée, parce que pour le moment, l'accueil d'un mineur non accompagné, il est lié à l'enregistrement au niveau de la direction de l'immigration, donc l'autorité qui gère les demandes de protection internationale. Et donc, ce qu'il faudrait, en fait, pour pouvoir à la fois comptabiliser tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur statut, et tous les protéger, il faudrait qu'au lieu que les mineurs non accompagnés soient dirigés vers la direction de l'immigration, qu'ils soient dirigés vers une administration dont le rôle premier serait d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça pourrait permettre de les mettre à l'abri, de les scolariser, à ce que ces jeunes aient la désignation d'un tuteur, et pour essayer avec eux de comprendre leur situation et de les orienter. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a bien conscience que tout mineur n'a pas vocation à introduire une demande, mais il a tout de même besoin d'être protégé du fait même de sa minorité, et c'est pour ça qu'il serait primordial d'avoir un statut particulier, comme il peut exister en Belgique pour ces jeunes. Ça, c'est une amélioration pratique directe à mettre en place. Oui, nous, on a en fait la même opinion dans nos publications. On insiste vraiment sur ce problème-là, qu'il faut absolument créer un statut particulier pour les mineurs non accompagnés, peu importe leur statut légal, et qu'ils fassent une demande de protection internationale ou pas. Une de nos missions plus spéciales que nous avons, c'est que nous sommes rapporteurs nationaux sur la traite des êtres humains au Luxembourg depuis 2014. Et pour nous, c'est vraiment important de ce côté-là, de ce point de vue-là, de garantir une prise en charge adéquate pour tous les mineurs non accompagnés sur le territoire luxembourgeois, et justement pour éviter qu'ils deviennent victimes d'exploitation ou de traite des êtres humains, et aussi pour faciliter une détection rapide des enfants qui sont peut-être déjà devenus victimes de traite pendant leur parcours ou une fois arrivés au Luxembourg. Donc, c'est vraiment très, très important. Merci. Merci Clément. Déjà, je te remercie Clément d'avoir repris la relais. Je ne sais pas s'il y avait encore quelques questions que n'avait pas abordées sur le film. J'imagine que tu as parlé de de ton projet, comment tu avais préparé ce projet, comment tu t'es approché à ce cas spécifique, à cet enfant, ce jeune de 15 ans. Donc, si tu l'as déjà dit, je ne repose pas la question. Mais une question sur laquelle on avait parlé, et toi aussi, tu l'avais mentionné, l'âge de ces jeunes qui arrivent en Europe. Il avait 15 ans quand il est arrivé. Quand tu l'as rencontré, il avait 15 ans, n'est-ce pas? Oui, il avait 15 ans quand je l'ai rencontré. Oui. Il arrivait un peu avant en Belgique. Oui. Et donc, tu disais que finalement, la première fois que tu l'as rencontré, il te semblait plus, disons, physiquement plus grand que son âge, tandis qu'il avait vraiment son âge. Donc, il a ce problème au niveau de comment dire, pour bénéficier des procédures, etc., de savoir si l'enfant est vraiment, si un demandeur d'asile est vraiment mineur ou non. Est-ce qu'on peut, peut-être, Ambre peut donner quelques éléments sur les problèmes que ceci pose? Oui, bien sûr. La question de la minorité, c'est une question qui est assez primordiale dans le droit d'asile en général, notamment, c'est très lié notamment à la protection qu'a la personne, elle est différente si elle est mineure, mais aussi, par exemple, dans le règlement de Dublin, une personne qui est mineure
l'État membre qui sera responsable de cette personne et l'État membre dans lequel la personne demande l'asile. Donc, ça a des implications qui sont très importantes pour la procédure et en termes de protection. Évidemment, donc ici au Luxembourg, comme je disais tout à l'heure, les mineurs sont dirigés vers la direction de l'immigration. Et donc, en théorie, sur la question de l'examen médical, l'établissement de la minorité doit s'appuyer sur un faisceau d'indices. Donc, pas seulement sur un élément, mais doit s'appuyer sur ce que dit la personne, sur les documents qu'elle présente, les documents d'état civil, etc. Et évidemment, il est nécessaire de vérifier l'authenticité de ces documents. Et s'il reste encore un doute, alors un examen sur la minorité médicale peut être ordonné. Mais si le doute persiste, il y a le principe de la présomption de minorité qui s'applique. Donc ça, c'est très important. Un autre aspect qui est important, c'est qu'il est nécessaire d'informer le jeune sur ce qu'implique un test médical, parce que ce n'est pas du tout anodin, c'est quand même des radios au niveau de la main, au niveau de la clavicule, donc ce n'est pas du tout anodin, et il faut que le jeune puisse dire si oui ou non il est d'accord, il faut qu'il puisse donner son consentement. En pratique, on a vu qu'il y avait quand même quelques défaillances, notamment sur cette histoire de consentement. Il y a des jeunes qui ont fait des tests, sur la minorité, qui n'avaient pas encore d'avocat, par exemple, et qui n'étaient pas forcément conscients qu'ils avaient le droit de refuser. Donc là, il y a un petit problème à ce niveau-là. Ensuite, le fait même que ce soit l'autorité qui détermine et qui décide si oui ou non il va y avoir un test, ça pose problème parce qu'il faudrait plutôt une instance qui est compétente en la matière, notamment sur l'examen, mais aussi sur l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et enfin, comment dire, la marge d'erreur, en fait, il n'y a pas de méthode exacte pour déterminer l'âge d'un mineur. Et il y a toujours une marge d'erreur. Les méthodes qui sont utilisées sont très controversées dans la communauté scientifique. Et notamment la méthode de l'expertise osseuse, oui, elle est considérée par certains scientifiques comme inutilisable à cette fin, parce qu'en fait, elle est faite pour qu'on puisse constater de l'évolution de la croissance d'un jeune, mais pas pour déterminer son âge. On a eu quelques cas où les jeunes se sont plaints que l'âge qui était sur l'attestation, le pink paper, l'attestation dépôt de protection internationale, n'était pas l'âge qu'ils avaient déclaré. Et oui, on a eu plusieurs cas où en fait la personne avait finalement dit ok, je mets cet âge-là parce qu'il me faut l'attestation de dépôt de protection internationale pour pouvoir ensuite aller dans un foyer. En fait. Sinon, les foyers peuvent pas, au bout d'un certain temps, ne peuvent pas accepter les personnes. Et donc, ce qu'on recommande, ce serait pour garantir une prise en charge qui est neutre et indépendante pour les jeunes, il serait utile dans le cas où la détermination de l'âge est problématique, il faudrait qu'il y ait une instance qui soit indépendante et qui soit formée à la protection des droits de l'enfant, aux aspects psychologiques, etc., pour avoir une approche beaucoup plus holistique en matière de détermination de l'âge. Je ne sais pas si peut-être Anna-Maria voulait rajouter quelque chose. Oui, je crois que tu as en fait résumé cela très, très bien. Pour nous aussi, c'est vraiment important de mettre l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et on sait tous que la fiabilité de ces tests est très contestée. Donc, c'est important d'adopter vraiment une approche multidisciplinaire qui n'est pas seulement basée sur des examens médicaux, mais aussi prend en compte des aspects psychologiques et socioculturels. Voilà, on avait aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans le passé, on avait vraiment eu beaucoup de discussions avec le ministère aussi sur les différents tests qui étaient faits. Et heureusement que là, il y a quand même eu un changement positif. Mais par contre, on continue toujours avec les examens des tests osseux. Oui.
Merci. Ça, disons, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous l'avez, si Victor l'a déjà évoqué dans la partie introductive que j'ai préparée. Disons, pendant le tournage, disons, moi, comme spectateur, spectatrice, j'étais choquée au moment où les jeunes, ils commencent à avoir des problèmes, disons, des traumatismes. Donc, qu'ils commencent à entendre des voix. Disons, jusqu'à maintenant, jusqu'à un certain moment, on a l'impression que quand même, il assume. Et tout un moment, voilà, après le refus, il commence à avoir ces problèmes-là. Donc, dans le cadre de ces procédures dans lesquelles il s'agit d'enfants qui ont quitté leur vie, n'ont plus personne de la famille près d'eux et qui doivent tout le temps montrer, prouver des choses, disons, donner des preuves. Et même on ne croit pas à ce qu'ils disent sur leur âge. Il faut toujours justifier, même l'âge, voilà, sur des critères avec des tests qui ne sont pas pleinement scientifiques 100%. Tous ces aspects psychologiques de la retraumatisation de ces enfants, parce que il ne faut pas oublier que c'est un traumatisme incroyable déjà avoir quitté leur pays après tout le parcours. Et dans le film, on l'évoque indirectement en disant c'est l'enfer à travers lequel il passe dans les racontes des jeunes quand ils parlent. Mais et après, ils arrivent et au lieu de pouvoir souffler, on recommence. Victor, comment tu as vécu cette partie du tournage? Parce que tu as accompagné Saïd, disons, pendant son parcours sans savoir quelle serait l'évolution. Donc, j'imagine que pour toi aussi, c'était un choc pour toi, pour la famille d'accueil. Oui, tout à fait. Non, je m'attendais pas du tout à cette chute, on va dire, de Sahel. J'étais assez surpris. Je pense aussi parce que c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui et qui s'est construit beaucoup d'armures, comme beaucoup d'autres jeunes dans la même situation. Et à un moment donné, il sait plus tenir. Et donc moi, je l'ai vécu. En fait, enfin, c'est vraiment mon avis personnel en tant que personne, et même plus en tant que réalisateur, mais quand on m'a appris qu'il a, enfin, en fait, qu'il s'est mutilé, qu'il allait vraiment pas bien, que lui-même faisait la demande, en fait, de partir de la famille d'accueil pour avoir une sorte de time out ailleurs. Il n'y avait plus de place en hôpital psychiatrique, donc il a dû attendre plusieurs semaines avant d'avoir une place qui s'ouvre juste avant Noël. Moi, j'ai vraiment eu la sensation de le perdre, en fait, j'étais assez, voilà. Il y a tellement de gens, je voyais tellement de gens dans le ciel autour de lui, la famille d'accueil, la tutrice, la SBL mentorescale qui l'a mis en relation avec la famille d'accueil, l'avocate, vraiment beaucoup d'acteurs, on va dire une dizaine d'acteurs belges autour de lui, plus bienveillants vis-à-vis de lui, qui essayent de l'aider à travers aussi bien son intégration dans la société que vis-à-vis de sa demande d'asile, de la recherche de papiers, des preuves à aller rechercher, etc. Et je me dis, il y a 10 personnes qui sont payées par notre État pour aider ces jeunes. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes payées par notre État pour lui dire que son père, c'est pas son père, en fait, en gros. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais on le perd, et alors qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a un système qui est mis en place, et que le système, en fait, n'aide pas, et est juste là pour mettre des sparadraps où on peut. Et ce que la famille d'accueil fait, en fait, elle l'accompagne à l'hôpital psychiatrique, et elle reste là, il est sorti, il est revenu chez eux, etc. Mais est-ce que c'est vraiment aux citoyens, bénévoles, de devoir ramasser, en fait, les pauvres? Je ne dis pas non plus que c'est à cause de l'administration qu'il en est arrivé là. C'est un amas de choses. Comme tu disais, c'est ce qu'il a quitté, c'est ce qu'il a traversé. Et là, on le remet dans un système où ces traumas-là ne guérissent pas et ne font que s'amplifier. Surtout quand on remet en question la véracité de ces traumas. Parce que le fait de remettre en question sa propre identité, c'est-à-dire que à quoi il peut se tenir, enfin, à rien, en fait. Il n'a plus rien, et même l'État qui l'accueille remet le socle faible qui lui reste en question.
je sais même pas ce qu'il avait en tête. Je pense que lui-même n'arrivait pas de toute façon à le décrire et je pense que c'est indescriptible de toute manière, mais j'ai vu quelqu'un sombrer. Après, il a une force incroyable et une maturité qui lui a permis aussi de surmonter tout ça, de prendre des décisions très difficiles aussi pour lui vis-à-vis de beaucoup de choses, mais qui lui permettent maintenant d'avancer tout doucement. Après, moi, son combat, il commence à peine pour moi. Oui, merci Victor, parce que juste vraiment tu as mis en lumière les deux aspects. D'un côté, il y a la vulnérabilité euh, qui est la conséquence de tout ce qu'on a vécu, de toute une série de traumatismes. Donc, ils sont des enfants encore plus vulnérables, encore plus fragilisés. Mais d'un autre côté, il y a une force, une résilience énorme, parce qu'on le voit. Donc, c'est je pense que peut-être au niveau des institutions, des structures mises en place, on sous-estime tous ces aspects du traumatisme déjà, qu'il ne faut pas justifier et qu'on ne peut même pas mettre des mots dessous, hein, des souffrances. Un système qui t'oblige à justifier, à mettre des mots, qui insiste sur les contradictions. Peut-être il faudrait plus de formation des opérateurs. Parce que je pense qu'une fois qu'ils comprennent certains mécanismes, même on pourrait humaniser les procédures. Hein. C'est que passerelle, c'est un peu la devise de votre action maintenant, humanisons le droit d'asile. Je voudrais aussi entendre Clément sur ça, parce que toi aussi, tu as eu beaucoup d'expériences directes hein, avec des jeunes. Beaucoup de choses, ça m'a renvoyé à beaucoup de choses, mais je voulais juste demander à Victor, du coup, au niveau de l'écriture, du synopsis, tu avais déjà sûrement des contacts avec des ASBL ici à Bruxelles qui s'occupaient d'eux. Tu t'imaginais un peu le carcan dans lequel ils se retrouvaient En fait, en gros, le film, voilà, à partir du moment où j'ai commencé à développer le film et la fin, il y a 3 ans et demi qui passent. 1 an et demi vraiment de recherche, de rencontres, d'écriture. 2 ans à partir du moment où je rencontre Sahel à peu près. Et donc toute la... En fait, j'ai rencontré énormément de jeunes qui soit me rendent... Enfin, des jeunes qui ont eu leur papier, qui essaient de se redévelopper en bas, de reconstruire quelque chose en Belgique, des jeunes qui sont en attente, des jeunes en famille d'accueil. Donc, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui... J'en ai pas fait une sorte d'amalgame de jeunes types du tout, mais il y a quand même des caractéristiques qui reviennent chez chacun et qui sont chez Sahel. Après, personnellement, je m'attendais pas que ça aille si loin. J'ai été vraiment surpris de voir jusqu'où ça pouvait aller en fait. Et en discutant avec sa psychologue en hôpital psychiatrique, qui est un peu dans le film, elle me dit qu'il y a de plus en plus de jeunes dans son cas, en fait, de mineurs, souvent garçons, vu qu'il y a plus de garçons que de filles qui arrivent, en tout cas en Belgique, mineurs, qui sont dans son cas et qui arrivent en hôpital psychiatrique pour les mêmes raisons, en fait, ou en hôpital ou en time-out, appelons-le comme on veut. Je pense que l'état dans lequel Sahel, il y a des jeunes qui arrivent et ça fait 1 an qu'ils attendent en centre, ils sont dans le même état, mais ils le développent pas. Ils le montrent pas aux intervenants autour d'eux, et donc peut-être qu'on le détecte moins. Ici, il était quand même entouré par une famille qui a détecté un problème, et Sahel a eu aussi la confiance vis-à-vis de la famille de dire qu'il y avait un problème, en fait. Je pense que dans un centre, c'est différent. C'est beaucoup plus difficile encore d'oser parler, surtout avec plein de jeunes autour de soi. Je parler de choses aussi intimes que ça, en fait. Où, ça nous fait paraître faible et on ne peut pas être faible vis-à-vis d'un groupe, etc. Donc moi j'ai vu beaucoup de choses avant, mais le film m'a encore montré d'autres choses, quoi, on va dire. Ouais, c'est ce que je me demandais, si la fiction allait dépasser la réalité, du coup, dans ton cas de figure. Et si c'était à refaire, ça c'est encore une petite question que je voudrais poser à Victor. Enfin, je veux dire, tu t'es enrichi d'avoir appris ça, parce que pour les bénévoles en général, je ne veux pas me faire le porte-parole des bénévoles en général qui s'occupent des... Et, beaucoup de gens ont ce sentiment
parfois de ne pas faire assez, ou alors que ce soit trop pesant au bout d'un moment. Bon, je parlais de ma petite ONG, on fait des pauses les uns après les autres parce que c'est pas tenable. De voir toujours les mêmes choses se répéter, enfin, cette façon de déshumaniser les gens. Et donc, du coup, toi, en tant que personne, en tant que Victor, personnellement, ça t'a sûrement enrichi et tout ça, plein de trucs, mais enfin, je veux dire, est-ce que ça a changé quelque chose en toi, profondément? Oui. Je suis. Ouais, c'est assez personnel. Non, mais je suis pas super bien pour le moment. Là, je sors de quelques mois. Ouais, Je suis d'après ça, de retomber après ça, forcément. Quand le film s'est fini, j'ai eu, ouais, là, j'ai eu 4-5 mois, pas facile du tout. Mais j'ai pris. Je me suis fait. Bah, j'ai pas de formation de social ni rien, et j'y vais avec le cœur et j'essaie de. Je me suis fait un peu prendre par mon empathie aussi vis-à-vis de tout ça. Et à un moment donné, le jeune, bah, il était en hôpital psychiatrique. Oui, il y avait le film à faire, mais en même temps, j'allais le voir plus que ce que j'allais le voir pour filmer. Et je me sentais responsable. Il y avait un côté de moi qui me sentait responsable d'une certaine manière, vu que c'était ma société, mon État qui impose à ce jeune-là. Et en même temps, je n'ai aucun pouvoir. Ma seule force, c'était de finir ce film et c'est qu'il soit, qu'il montre ce que j'avais envie de montrer et qu'il garde les intentions de base que j'avais et de pouvoir montrer ça à d'autres gens. Et je suis hyper content que Sahel ait eu envie de raconter cette histoire-là, malgré c'est par quoi il est passé. Et la première fois, on a projeté le film, il l'a vraiment défendu et je me suis dit que ça avait vraiment une valeur forte pour lui aussi. Pour moi, j'ai l'impression que depuis qu'il est parti de chez lui, c'est la seule chose concrète qu'il ait fait, sans vouloir dire que j'ai apporté quelque chose avec le film, loin de là. Peut-être une bulle d'air, mais ça m'a fait plaisir de le voir défendre son histoire, en fait. Et en fait, je parlais presque pas aux spectateurs. Ça, elle parlait directement avec les gens et c'est à ce moment-là que je me dis que voilà, le film il est réussi parce que les gens posent des questions et sont intéressés, sont piqués là où ça pique. Parce que je pense que voilà, j'espère que les gens sont piqués comme moi j'ai été piqué à le vivre réellement à ses côtés. Et, euh, et des retours que j'ai pu avoir pour le moment, c'est un peu ces retours-là que j'ai, de voir ça et le pouvoir répondre à ces gens-là. C'est un dialogue que personne n'a en fait. Moi, je l'ai eu parce que j'ai voulu faire un film. Les assistants sociaux et les psychologues, ils les ont à travers leur travail. Je veux dire, les gens de tous les jours, ils ne voient ça qu'à travers les médias ou dans la rue, ils croisent un jeune, mais il n'y a jamais une parole ou un échange qui se crée. L'échange se fait pas automatiquement, il y a pas, ça se fait pas. Et donc, et si le film peut permettre ça, ou en tout cas ouvrir une parole et une écoute surtout. C'est super important. Mais si je peux juste rajouter une dernière chose, c'est que ça me donne vraiment une impression. Alors, c'était à Douvres, on avait fait un événement pour les gens qui passent la Manche, puisque nous, on s'intéresse plus à Calais et à Dunkerque. Et donc, du coup, à Douvres, on a nos homologues et on fait parfois des réunions tous ensemble avec les gens qui interviennent aussi à Calais, donc Secours Populaire, Utopia, etc. Et ils ont mis une stèle pour les gens qui sont morts dans la Manche. Ça, je peux en parler peut-être juste après, pour les pneumatiques, etc. Mais c'était les paroles du pape actuel, qui disait que bon, ce ne sont pas que des chiffres, ils ont tous une histoire, un visage et un nom. Et je pense que, enfin, tu vois, c'est vraiment réhumaniser quelqu'un, aller à l'encontre de la machine qui broie les gens et qui leur enlève toute individualité presque, de le faire exister. Et je pense que bah, si ça se mérite là, c'est énorme parce que c'est de faire vivre quelqu'un. Je prends juste un dernier exemple, c'est que à Calais, par exemple, dans bon, la rue Verrotière, maintenant, c'est l'ancienne jungle, il y a une distribution de nourriture qui est opérée par l'État directement. Alors, c'est très mauvais, c'est souvent du jambon, enfin bref, vous pouvez imaginer. Hein. À Grande-Sainte, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas justement parce qu'on leur a enlevé leur existence juridique. Pour moi, c'est très important de faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre être un sujet de droit et un objet de droit. Et souvent, quand on parle des réfugiés, on parle d'eux comme des objets de droit. Et c'est très beau de leur redonner une existence, qu'elle soit légale et puis physique. Quoi. Je veux dire, de les faire exister, je pense que c'est vraiment très, très important. Je voudrais juste finir sur les mineurs non accompagnés. Donc, on a beaucoup d'enfants encore
grande sainte en ce moment, c'est vraiment beaucoup de grandes saintes. Ils sont emmenés dans des bus pour être après mis dans des centres. Depuis, ça a été beaucoup multiplié en termes de fréquence par le Covid, bien évidemment. Les gens tentent à revenir. Il y a déjà des familles qui reviennent, donc il y a souvent des enfants. Et il y a 3 ans maintenant, on avait un Afghan de 13 ans, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que ça m'a fait penser à quand tu as dit il est parti à 13 ans de l'Afghanistan, tout ça, qui voulait rejoindre son oncle en Angleterre, et malheureusement, la décision est arrivée après une de ses tentatives qui était de s'accrocher derrière un train de fret. Et donc, nous, notre association, par exemple, on participe au rapatriement des corps, des trucs comme ça. Donc, entre ça et le passage la semaine dernière et encore cette semaine, en début de semaine, il y a eu des passages en pneumatique avec des familles, des enfants qui prennent la mer de nuit dans la Manche. Il faut savoir qu'entre Douvres et Calais, c'est l'endroit où il y a le plus de courant en Europe, en mer. Et il faut savoir aussi que c'est l'endroit où il y a le plus de passages. Alors là, avec le Covid, c'est bien évidemment très calme, mais normalement, c'est là où il y a le plus de passages de ferry. C'est quasiment impossible de faire sans soutien logistique. Il y avait eu des tentatives déjà par kayak, par bateau acheté, mais alors des vrais voiliers, etc. Maintenant, les gens passent en pneumatique. Il y en a qui ont réussi la semaine dernière, j'ai eu des nouvelles, mais c'est extrêmement préoccupant pour nous et ça répond aussi à quelque chose, c'est la flambée des prix des passages des frontières. C'est les mêmes choses qu'on retrouve, donc tout à l'heure je vous le disais pour Chine, pour la Serbie, pour les pushbacks de la Croatie, donc des gens qui passent de Bosnie ou de Serbie vers la Croatie pour pouvoir ensuite rentrer dans Schengen par la Slovénie, qui sont renvoyés parfois de Croatie, des fois même de Slovénie, qui sont renvoyés 2 fois. Et donc là, il y a une petite à Chid où j'étais l'année passée, de 4 ans, qui a été poussée dans une rivière et qui est morte de ça. Et alors, au-delà du trauma qu'on impose aux gens qui y arrivent ici, je tiens vraiment à insister là-dessus. Il y a un traumatisme qui est vécu depuis le départ, même avant, puisque dans la décision qu'on a et son pays de quitter sa famille, mais je trouve qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus, et surtout pour les enfants, parce qu'on a tendance maintenant à les faire passer avant tout comme des migrants ou comme des réfugiés, avant de les considérer comme des enfants, et je pense que Rosa, c'était aussi là-dessus que tu voulais insister aujourd'hui, et donc voilà, je vous remercie encore tous d'être là pour soutenir ça. Non, mais on n'a pas encore fini. Hein. Non, bon, mais merci pour ce témoignage vraiment très important. Je sais, Clément, et voilà, depuis des années, et les gens qui ont suivi les événements précédents à Luxembourg connaissent ces expériences incroyables. Mais il y avait 2 points que j'aimerais encore évoquer, qui sont aussi liés à l'histoire des Sahel. C'est l'origine, le pays d'origine et l'Afghanistan. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent d'Afghanistan et au Luxembourg, c'est là qu'on commence à poser des problèmes au niveau de la... Je m'adresse à Ambre. Il y a des refus depuis l'année dernière, donc de personnes ou des jeunes qui risquent d'être envoyés en Afghanistan. Tandis qu'on a vu de l'histoire de Sahel le danger immédiat. Et sur lui, on a très souvent, même hier, des attentats, disons, la situation n'est pas sûre, disons. Oui. En fait, au Luxembourg, donc, le Luxembourg, jusqu'à la fin 2019, il y avait une jurisprudence de la Cour administrative qui disait qu'en cas de retour vers l'Afghanistan, les personnes risquaient de subir des atteintes graves, c'est-à-dire des menaces graves et individuelles contre la vie d'une personne ou d'un civil du fait d'un conflit armé interne. Et en fait, donc depuis décembre 2019, ça a changé. Il y a eu, donc en 2019, il y a eu 7 refus de personnes afghanes. Et donc, un petit rappel, il y a eu, alors depuis 2018, il y a des négociations entre les États-Unis et donc le côté afghan,
qui, en fait, les négociations ne sont pas faites avec le gouvernement afghan, mais avec les talibans. Donc, en février 2020, il y a eu un accord qui était négocié depuis 2018, qui est signé. Il y a eu toute une envolée en disant mais ça y est, c'est enfin fini, l'Afghanistan, il y a un accord de paix, etc. Il faut faire très attention avec le terme accord de paix. Je pense que l'une des conditions du départ, c'était un cessez-le-feu. Donc il fallait que les talibans respectent un cessez-le-feu. Les talibans n'ont pas accepté et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remplacé le terme cessez-le-feu par le terme réduction de la violence. Et donc, même si l'accord a été signé, il y a quand même des attaques qui ont été perpétrées après. Et entre le 1er et le 10 mars, il y a eu 147 attaques dans 27 des 35 provinces afghanes. Donc c'est quand même, c'est pas anodin. Et en principe, les talibans n'attaqueraient plus les autorités étrangères sur le sol afghan, mais il y a des conflits entre les autorités du gouvernement et les talibans. Donc les attaques ont repris de plus belle et de manière plus intensifiée. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, parce qu'on parle souvent des talibans, mais en Afghanistan, il n'y a pas uniquement les talibans, il y a beaucoup de groupes et de groupuscules terroristes qui sont listés par différentes organisations et gouvernements d'ailleurs. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'organisation de l'État islamique, la branche afghane, se développe. Et les attentats qu'il y a eu lieu hier, où il y a eu, donc c'est 2 attentats, dont un sur un hôpital, où il y a eu deux bébés qui ont été tués. Il y a eu, donc sur les 2 attaques, il y a eu 37 morts en tout. Et c'était un hôpital qui était géré par Médecins sans frontières. Donc une maternité qui était gérée par Médecins sans frontières. Et en fait, ça s'est passé dans un quartier de Kaboul où il y a une présence de la minorité ethnique Hazara qui est chiite en fait et qui est persécutée par l'organisation d'État islamique depuis maintenant assez longtemps. Et donc il faut pas oublier que cet accord de paix ne résout pas les problèmes de ce qui se passe en Afghanistan. Et il y a un danger pour la population sur place, mais il y a aussi un danger pour les personnes qui sont venues jusqu'en Europe faire une demande d'asile, qui sont déboutées et qui vont être envoyées vers un État où ils sont considérés par les talibans, par exemple, comme occidentalisés, puisqu'ils sont venus et ont vécu en Europe pendant un certain temps. Et la procédure d'asile est parfois très longue, hein, ça peut prendre jusqu'à 3-4 ans pour terminer, aller jusqu'au bout des droits. Et oui, ça, il faut bien le garder en tête. Et il y a d'ailleurs eu plusieurs cas, je pense, de personnes qui ont été forcées de rentrer depuis le Royaume-Uni et qui ont été tuées une fois sur place, quoi. Donc oui, il faut bien garder tout ça en tête. Et oui, on travaille à l'élaboration d'un rapport sur l'Afghanistan avec une update sur la situation actuelle. Oui. Ok, merci Ambre. Et une autre question que j'avais, c'était, alors maintenant on est en train d'accueillir à nouveau des mineurs non accompagnés qui sont dans les camps en Grèce. Ils viennent d'arriver, le premier couple au mois d'avril à Luxembourg. Mais disons, voilà, il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont en Europe non accompagnés. Est-ce qu'il y a des problèmes au nom du regroupement familial? Disons, quelles sont les tendances? Est-ce que peut-être Anna-Maria pourrait répondre à ces sujets? Je peux juste parler des problèmes que nous on a constatés dans le cadre de notre travail, parce qu'on vient juste de publier récemment un rapport sur le droit au regroupement familial des BPI au Luxembourg. De règle générale, pour les mineurs non accompagnés, c'est plus facile de faire venir leurs parents ici que pour un BPI adulte, parce qu'il ne faut pas prouver qu'on puisse prendre
en charge financièrement les parents. Par contre, la législation luxembourgeoise ne parle pas du tout de la fratrie des mineurs. Donc, on parle exclusivement des parents et on a constaté un autre élément qui était pour nous très problématique, qui est le fait, si on fait une pratique des autorités luxembourgeoises qui consiste à dire que si un mineur a ici un autre membre de famille, donc que ce soit un frère, une sœur ou, je sais pas, un oncle, alors il ne sera plus considéré comme non accompagné par les autorités, ce qui fait qu'il devra en fait prouver. Donc, un enfant doit prouver pouvoir prendre en charge financièrement ses parents pour les pouvoir faire venir ici, ce qui est absolument impossible. Et nous insistons vraiment sur le droit fondamental de ces enfants d'être réunis avec leurs parents. Il y a vraiment des standards internationaux de la jurisprudence qui insistent sur le fait qu'un enfant ne devrait jamais être séparé de ses parents, sauf si c'est vraiment nécessaire et dans son intérêt supérieur, alors qu'ici, c'est absolument pas le cas. Donc, nous insistons vraiment pour que le gouvernement abandonne cette pratique et fasse en fait de manière générale preuve de plus de flexibilité quand il s'agit de réunir les mineurs avec leur famille. Merci. Et je pense aussi dans le film, Sahel le dit plusieurs fois que son rêve serait de faire venir sa famille, de trouver du travail, s'occuper d'eux. Donc, c'est un rêve qu'ils ont, hein, bien sûr, de cette manière. Et je pense qu'il y a un problème, pas seulement au Luxembourg, mais en général, et un problème au niveau européen. On ne peut pas maintenant le décider, nous, ici, mais quand même, on a une influence en tant que société civile, citoyens, électeurs, responsables de l'institution. Et avant de terminer, je voudrais terminer quand même avec chacun prend la parole pour donner un message quand même positif pour comment continuer. Hein, parce que bien sûr, si on voit seulement tous les problèmes, c'est tellement grand que voilà, on se sent dépassé. Mais on peut faire quelque chose. Déjà, aider une personne, un enfant, c'est déjà sauver une vie, c'est sauver le monde, comme on dit. Donc, même les actions individuelles ont un poids. Donc, j'aimerais que chacun de vous laisse un message positif ou une action qu'on pourrait faire ou relancer nous aussi. Mais avant de terminer après, donc voilà, et ça sera Clément qui aura le mot final. Voilà, je rappelle ce livre de Jean Ziegler, Lesbos, la honte de l'Europe, où on parle de la situation. C'est un essai d'indignation, un cri, disons, envers la situation honteuse dans laquelle des gens, des enfants, des femmes vivent dans ces camps sans aucun droit. Ils ont perdu le droit même à la dignité humaine. Et avec les nouvelles initiatives, j'espère que l'Europe prendra vraiment le leadership, hein, le leadership qui est le sien d'inciter tous les États membres à faire leur devoir, disons, à partager, à contribuer et pas continuer sur la base de la bonne volonté. On a des pays qui sont un peu plus ouverts, mais en général, il faut dire l'Europe, avec les accords, les traités, l'accord avec la Libye, la Turquie, etc. Il y a beaucoup de pages noires qui ont été signées. Donc, pour moi, le message positif, c'est que même pendant cette pandémie, et donc avec toutes les difficultés supplémentaires, on a réussi à faire arriver à Luxembourg un premier groupe de jeunes, de mineurs entre 11 et 15 ans, si je ne me trompe pas, la majeure partie des garçons et aussi des filles qui sont maintenant ici au Luxembourg. L'Allemagne aussi est en train d'accueillir, d'autres pays vont suivre. Donc, mon message positif, c'est vraiment que toute l'Europe prend en charge ces questions, que ces camps de l'honte soient fermés et qu'on trouve des situations dignes de la dignité et disons de l'humanité, de la dignité humaine. Et oui, alors, qui veut continuer?
Moi, je peux y aller, hein. Oui. Ah. Oui, bah, déjà, merci de nous avoir permis de participer à cette conférence. Je trouve ça vraiment c'est très motivant et c'est vrai que, enfin, c'est revenu plusieurs fois dans la discussion. C'est vrai que parfois, à la fois les personnes qu'on suit, mais même nous-mêmes, on a des petits moments où on est un peu démobilisé et ce genre de rencontre, vraiment, c'est nécessaire. Que ce soit, qu'importe le domaine, que ce soit directement sur le terrain, en cas d'extrême urgence comme à Calais par exemple, ou les actions de la CCDL, ou que ce soit à travers l'art, enfin, c'est nécessaire et c'est vraiment c'est très motivant de voir que oui, ça intéresse, que ça mobilise des personnes et oui. Et oui, c'est très engageant. J'espère que ça va continuer ce que tu disais sur l'Europe et sur la prise, l'initiative du Luxembourg d'accueillir les 12 jeunes. Oui, il faut que ça continue dans ce sens-là. C'est engageant. J'espère que ça va aller dans ce sens. Parce que c'est vrai que la situation sur les îles grecques est quand même très catastrophique et il faut vraiment s'y atteler. Et juste juste une minute, Passerelle a publié un livre. À chaque fois, on revenait avec le thème réhumaniser, et un livre qui s'appelle justement Réhumanisez-moi. Et en fait, où c'est 9 récits de personnes qu'on a suivies. Il y a d'ailleurs un récit sur un jeune mineur ici au Luxembourg. Et donc, ça regroupe, il y a sur la question du Dublin, regroupement familial, etc. Et c'est vraiment comment, à travers le droit, on peut régler des questions qui sont très humaines. Et voilà, partager ce qu'on entend tous les jours. Et voilà, c'est important. Et c'est exactement ce qu'a fait Victor avec son film. Et oui, c'était très réussi. Merci. Anna-Maria? Oui, ben, nous, je crois qu'on constate toujours au Luxembourg, déjà depuis le début, ça continue encore qu'il y a vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup d'engagement au niveau de la société civile et aussi de la population générale, et c'est vraiment quelque chose de très positif. Et il faut continuer comme ça. Nous, en tant que CCDH, notre président est toujours qu'on va être comme un petit caillou dans la chaussure des décideurs politiques. Donc, nous, on sait que les changements, ça prend du temps, ça se passe lentement, mais on continue à insister, à vraiment, on espère que peu à peu, il y aura des changements positifs. Merci. Et avant de passer à Victor, je voudrais répéter encore une fois combien j'ai trouvé ce film tellement réussi, émouvant. J'étais tellement... Voilà, quand on choisit un film sur la base d'un trailer et d'une description, on ne sait jamais, disons, comment ça va être. Et vraiment, ça dépassait. Et finalement, quand Sahel, après quelques jours, je n'arrivais pas à me libérer, non pas à me libérer, mais disons, était tellement présente. Donc ça, on voit comment vous avez travaillé. Toi, tu as réussi vraiment à instaurer cette complicité de façon tellement respectueuse, humaine. Je pense que c'est rare de le voir de telle façon. Et c'est pour ça que je pense que ton film est vraiment un petit un bijou vraiment qui mérite d'être diffusé, d'être vu, parce que voilà, ça peut atteindre, ça peut expliquer beaucoup plus que parfois des rapports, des chiffres, des statistiques. Et je comprends aussi comment toi, tu as vécu avec lui et l'impact qu'il y a sur toi. Parce que si le film a un impact voilà, comme ça sur quelqu'un qui est seulement spectateur, j'imagine vivre à côté, de voir. Et donc, je te félicite et à toi, Sahel, tous les gens qui ont contribué. Et j'espère qu'on restera quand même, qu'on a quand même une communauté de personnes qui partagent voilà, sur la même longueur d'onde. Et voilà, et on est en train d'élargir ce réseau. Et Victor, et après notre vice-président Clément. Merci beaucoup déjà pour ce que vous venez de dire. Et merci d'avoir programmé le film, ça fait vraiment plaisir. Qu'il soit vu, j'aimerais vraiment qu'il soit vu pour partager aussi bien l'expérience de Sahel que la mienne et celle de mon équipe aussi et de tous les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aidé à faire ce film qui ne font pas partie du cinéma. C'est une centaine de personnes qui ont
confiance. Moi, mes personnes qui sont mobilisent pratiquement bénévolement tous vis-à-vis de ces jeunes-là, c'est là-dedans que je me dis qu'il y a quelque chose à faire aussi, et surtout ces familles d'accueil qui décident du jour au lendemain d'accueillir ces jeunes-là et d'ouvrir leurs portes et d'essayer d'être une présence bienveillante pour ces jeunes. Moi, c'est ce que je vois de positif, et j'encouragerais les gens qui sont vraiment intéressés à aller voir des ASBL comme Mentor Escale. Je peux citer que elles parce que je ne connais vraiment que leur programme, mais qui font aussi des parrainages entre jeunes qui ont leur papier avec d'autres personnes. Donc, on n'est pas obligé d'être famille d'accueil, d'accueillir un jeune de 15 ans à plein temps. On peut aussi être une personne ressource comme un parrain ou une marraine auprès de ces jeunes-là et créer du lien. Je pense que c'est le plus important à faire, pas les laisser seuls. Montrer qu'ils existent, quoi. Merci Victor. Clément. Je répéterai bien ce que Victor vient de dire, parce que c'est exactement, c'est exactement ça, quoi, de montrer qu'ils existent. Et je pense que c'est les plus belles finalités qu'on a aussi chez nous quand on est sur de l'aide de terrain, de l'aide d'urgence. C'est de les faire exister comme personnes, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors moi, j'ai juste des mots d'espoir, c'est un peu compliqué parfois quand on parle des campements illégaux, etc. Hein. Et je veux dire, le public veut que, voilà, et puis les politiques générales, on ne peut pas y faire grand-chose. En tout cas, je voudrais dire que depuis 2013, on fait ça à plein temps avec Wise, j'ai rencontré les plus belles personnes que j'avais jamais rencontrées. Je parle souvent de gâchis pour cette jeunesse qui est traumatisée, etc. Mais je parle aussi, je veux dire que toute cette énergie des gens exceptionnels que j'ai rencontrés sur ce chemin justement des droits humains des réfugiés et des migrants, c'est quelque chose dont la société ne devrait pas se priver. Je pense que c'est des gens comme vous aujourd'hui. On aimerait bien peut-être après, dans quelques semaines, en faire un autre avec d'autres intervenants. Et c'est pareil, c'est des gens qui font ça par pure humanité. Il y a un truc d'espoir. Mon père était immigré, il a été sans papier aussi. Et je veux dire, c'est toujours faisable. On met parfois des obstacles qu'on n'aurait pas besoin de mettre. Donc voilà, on continuera, quoi qu'il arrive. Comme on dit, pour les ONG, on lâche rien. On continuera. Oui, merci. Et ça me rappelle aussi que aussi à Luxembourg, il y a beaucoup d'initiatives de parrainage, d'accueil d'enfants dans des familles, etc. Donc, il y a beaucoup d'associations de personnes de la société civile qui s'engagent. Mais je voudrais aussi, je voudrais aussi lancer un appel, on le mettra aussi sur nos réseaux, de contribuer aussi par une donation ou d'autres aux associations qui font du travail sur le terrain, par exemple WISE, qui travaille en synergie avec toute notre série d'associations. Comme tu le disais, il y aura un prochain événement parce qu'il faut toujours continuer, poursuivre ce parcours et chacun de nous peut faire quelque chose selon, we can all do something according to who we are. Un grand merci à tous les participants, un grand merci Victor. À bientôt. Merci pour l'expression of humanity. Au revoir. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Bye.